Bien, nous allons maintenant, avec Amandine Diener, vous présenter ce qui sera l'aboutissement de ces 8 années de travail d'HENSA 20, qui est une encyclopédie qui est actuellement en cours, une encyclopédie de l'histoire de l'architecture au XXe siècle. D'abord, un mot sur le comité d'histoire du ministère de la Culture, qui est un des acteurs de cette opération. C'est une institution créée il y a assez longtemps par Augustin Girard et par son assistante Geneviève Gentil, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui parce qu'elle a 91 ans et demi, mais qui est toujours extrêmement active dans cette institution, laquelle est présidée par Marie-Vonne Saint-Pulgent, qui tout à l'heure va conclure. C'est une institution qui regroupe des gens de tous ordres, beaucoup de grands administrateurs d'équipements culturels, en retraite, je pense, pour la plupart, des historiens, en retraite ou pas, souvent pas, un académicien, et puis quelques spécialistes des diverses disciplines culturelles dont a eu à s'occuper le ministère de la Culture depuis sa création. Pour l'architecture, 3 personnes, très différentes. Florence Contenay, qui est ancienne élève de l'École nationale d'administration, qui a été une des personnes qui, avec Max Carrien, ont préparé la grande réforme d'architecture des années 60, et qui a été ensuite directrice de l'Institut français d'architecture, puis sa présidente. Arlette Auduc, qui est ancienne élève notamment de l'École pratique des hautes études, qui est une spécialiste des monuments historiques, à qui on doit un ouvrage sur l'histoire des services du patrimoine, qui s'appelle « Quand les monuments construisaient la France », La Nation, et qui est actuellement la rédactrice en chef de la revue pour jeunes chercheurs qui s'appelle « Livraison d'histoire d'architecture ». Et puis moi-même, ancien élève de l'école unité pédagogique numéro 1, puis numéro 6, vous voyez bien qu'il y a une espèce de chute dans la qualité du recrutement. Je suis moi-même depuis 2009 quand même dans cette institution. Alors c'est une institution qui ne nous demandait pas grand-chose. Vous voyez, on se réunissait de temps en temps, une fois de temps en temps, on montait le magnifique escalier du ministère de la Culture, on donnait un coup d'œil pour voir si on ne voyait pas la ministre ou le ministre à travers des œuvres d'art du premier étage, l'escalier très... Puis après, on montait 2 étages, 3 étages, 4 étages, puis nous arrivions dans les locaux du comité d'histoire, bardés de thèses, d'ouvrages, d'encyclopédies, etc. Parmi les travaux que nous avons collaborés, un travail sur les sources documentaires concernant les grands projets mitterrandiens et autres, les grands projets culturels en général, qui est un travail de Dominique Jamet, une historienne. Un ouvrage d'Éric Langereau sur les 10 plus 2 directeurs d'architecture qui sont succédés. Pourquoi 10 plus 2 ? Ben, il n'y a qu'à lire l'ouvrage, vous le verrez, c'est très clair. Et puis des actions plus ponctuelles, comme un colloque d'une journée pour le 40e anniversaire de la loi de 1977, et un autre colloque qui s'est tenu quelques semaines ou peu de mois après la mort de Max Carrien, le premier directeur de l'architecture. Il y a bientôt 7 ans, en janvier de 2015, nous sommes contactés par une personne que certains d'entre vous connaissaient, qui est Anne-Marie Châtelet, alors professeure à Strasbourg, qui nous demande si nous serions intéressés par une collaboration ou un financement, on ne savait pas très bien, d'une action qu'elle voulait entreprendre sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Elle se réclamait de 2 autres universitaires de grande notoriété, Marie-Jeanne Dumont à Paris et Daniel Lecoyc à Brest, c'est-à-dire que de Brest à Strasbourg, passant par Paris, s'établissait une espèce d'axe de fer auquel nous pouvions difficilement refuser l'écoute. Bon, ce n'est pas encore l'homme de Vitruve, mais avec quelques autres qui nous ont rejoints. Richard Klein à Lille, qui est une sorte de tête. Marco à Lyon, une sorte de nombril à 1m13, pour, si on veut s'en tenir au modulaire. Quelques autres à Marseille. Ça, nous avions une sorte quand même de vitruvien s'inscrivant dans notre hexagone national. Plutôt une espèce de poulpe avec des pseudopodes ça ou là. Enfin voilà, on ne peut pas être parfait quand même quand on reçoit Francesco Dalco. Tout ce qu'on a fait, ça a été raconté très très bien au cours de la journée. Et puis, à un certain moment, quand même, est arrivée l'idée que nous sommes encore des gens de l'écrit et qu'il serait bien que quelque chose subsiste de ces travaux. Alors, on ne savait pas très bien au début quel type d'ouvrage pouvait être fait. Et finalement, après avoir songé à une collection de monographies sur les écoles d'architecture des diverses régions ou provinces ou des Îles-de-France,
projet peut-être un peu impérialiste, puis les écoles n'étaient pas mûres, le réseau de chercheurs n'avait pas encore été assez mobilisé, on y a renoncé, mais les livres paraissent, on en a parlé tout à l'heure, les uns après les autres. Certains d'ailleurs étaient déjà parus, celui sur Nantes et celui sur Strasbourg en 2 volumes qu'avait fait Anne-Marie. Nous sommes dirigés vers l'idée d'une encyclopédie. Je dois dire quand même que, en principe, nous travaillons peu au comité d'histoire, mais quand était venue la demande de nos amis, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent avait cette phrase absolument terrible: nous ne sommes pas un guichet, c'est que nous ne sommes pas là pour distribuer des sous. Alors c'était assez bien, nous étions très contents de ne pas être un guichet, encore que le rôle de guichetier m'allait assez. Nous sommes devenus des véritables esclaves de ce projet. C'est qu'à raison de au moins une réunion par mois, plus une réunion de préparation, plus des quantités de choses, on peut constater qu'on a travaillé 3 jours par mois pendant 7 ans, bientôt 8. Et Marie-Yvonne, là, vous êtes tout à fait en infraction avec les règles du travail, parce que le bénévolat et l'apostolat, quand même, ne doivent pas aller trop loin. Bref, on s'est orienté vers les encyclopédies. Il se trouve que le comité d'histoire possède une belle bibliothèque qui recèle beaucoup d'encyclopédies. Les architectes avaient bien sûr à l'esprit la belle encyclopédie Le Corbusier qu'avait fait Jacques Lucan pour l'exposition du centenaire, mais il y avait aussi des encyclopédies Malraux, des encyclopédies de la Bretagne, très chères de la culture bretonne, très chères à Daniel de Couedic, des encyclopédies de divers ordres. Il était par une encyclopédie des communs, il y avait un dictionnaire des politiques culturelles. Donc on a regardé ces livres, parce que quand on se lance dans un projet aussi vaste, c'est assez difficile de voir très concrètement ce que ça pourrait être. On s'est arrêté sur un poids, on s'est arrêté sur un volume, on a compté le nombre de signes, page à page, le nombre de contributeurs, le nombre de notices. Bon. Et puis on s'est arrêté a priori sur un objet intellectuel qui contiendrait peut-être dans les 300-400 notices, qui ferait environ dans les 600-700 pages, on ne savait pas très bien, qui ferait environ dans les 4 millions de signes et qui ferait appel peut-être à une centaine de collaborateurs. La chose s'est mise en route assez lentement. On a commencé à faire des notices types. Ils ont commencé, je n'en ai pas fait, des notices de 1000 signes, des notices de 1500 signes, des notices de 20 000 signes pour peser un peu les possibles. Et puis, nous avons demandé leur avis à un certain nombre de gens, notamment à notre comité scientifique, qu'on n'a pas réuni souvent, mais qu'on a eu quelques fois et dont beaucoup d'entre eux ont participé par téléphone ou par mail à nos activités. Je vais donc donner leur nom, et pour ça je prends mon papier. Il y avait là Barry Bergdoll de New York, que vous connaissez tous, Philippe Boudon, qui a été un des plus fidèles, qui est d'ailleurs encore là aujourd'hui, Jean-Louis Cohen de New York aussi, et puis de Montréal, et puis du Collège de France, Jean-Pierre Éperon, qui autrefois avait donné, quand il est dans le cadre de l'Institut français d'architecture, de très, très grosses réflexions sur ces questions de l'enseignement et des professions, Jean-Michel Legnaud, qui est chartiste, Jacques Lucan, bien évidemment, Luc Nopen du Québec, Pascal Horry de l'Académie française maintenant, Jean-Pierre Penaud qui nous a quittés l'an dernier, Klaus-Jan Philippe, Antoine Pro qui est le grand spécialiste français de l'histoire des politiques de l'éducation, et Rebecca Rogers qui est plus spécialisée dans les questions de l'éducation des femmes. Bon, il y avait toutes sortes de problèmes qui se posaient à nous. D'abord, définir bien sûr ce qu'on appelle les entrées. On a fait des grappes d'entrées. On a d'abord fait des séances de brain trust dans lesquelles on a énoncé tous les mots qui nous passaient par la tête. On en avait 400, 500. On les a classés. On les a mis en relation. C'est la façon d'une sorte d'organigramme qu'on appelait grappes, y compris des notices qu'on appelle notices fantômes qui n'ont d'autre raison d'être dans l'encyclopédie que de renvoyer à des notices plus explicites. Enfin, c'est un travail assez compliqué. En même temps qu'on commençait ce travail-là, on a reçu les avis du comité scientifique. Plusieurs questions se sont posées, notamment comment faire une encyclopédie objective à caractère historique, alors que l'histoire de l'École des Beaux-Arts, donc la première moitié de notre sujet, est quand même l'histoire d'une sorte de décadence, quoi. Quelques jugements que l'on puisse porter sur cette école, c'est dans une certaine mesure l'histoire d'une décadence, en tout cas d'un retrait par rapport à ce qui faisait mouvement dans d'autres pays du monde. Ça, c'était une deuxième question. Une troisième question, une autre question qui faisait un peu problème, était la question des entrées nominales. Pour des raisons assez compliquées à vous expliquer, nous avons renoncé aux entrées nominales, c'est qu'il n'y a pas d'entrée Le Corbusier ou je ne sais.
Pour ma part, je le regrette parce que je pense qu'une entrée de Le Corbusier aurait été très importante. D'ailleurs, à mon avis, on devrait encore tenter de la mettre parce que, au point de vue du mythe, c'est pas pour Le Corbusier lui-même, mais le mythe de l'opposition, le mythe des deux côtés, l'opposition Beaux-Arts-Le Corbusier est un des mythes constructeurs des grandes ruptures de l'avant et de l'après-guerre. Enfin, bon. Et puis, il n'y a pas non plus d'entrée par chef d'atelier. Il n'y a pas atelier Aretsch, il n'y a pas atelier Pontremoli, il n'y a pas ces grandes structurations-là. Voilà quelques questions qui sont posées, qui ont été débattues, sur lesquelles nous sommes arrivés à des accords entre nous. Ensuite, s'est posée la question de trouver un éditeur. C'était assez difficile parce que, bien évidemment, nous n'avions pas d'objets à fournir et nous n'avions pas d'argent du tout. Donc, il fallait apporter de l'argent. Vous savez que ce genre d'ouvrage ne peut pas être qui coûte 75 000 euros, 80 000 euros, on ne sait pas très bien, 100 000 euros, on ne savait pas très bien, et demande un contrat avec un éditeur assez souple et qui ne s'engage pas trop, de façon trop définitive sur chaque point. On a eu des contacts avec beaucoup d'éditeurs, dès l'été 2017 avec, comment il s'appelle, Cédric Michon, des presses universitaires de Rennes, et puis Marc Bédarida pour La Villette, puis son successeur Pierre Chabard, et puis Pierre Godin pour Créafis, et puis, qui d'autre encore? Ah oui, Elena Cogato pour les presses Métis Presse, qui ont une grande importance maintenant, vous le savez, dans l'édition française à caractère universitaire ou architectural. Florent Patron de Locus Solus et les éditions Lieu-dit, les éditions du patrimoine. Finalement, on a, en même temps qu'on commence à préparer les premières notices, tests, nous avons reçu des devis fort divers. Et nous avons choisi les deux moins chers. Pas tellement parce qu'ils étaient moins chers, mais parce qu'ils nous paraissaient plus crédibles. C'était celui de La Villette et celui de Locus Solus. Et puis, la rencontre avec le patron de Locus Solus a été tout à fait décisive, parce que c'est un homme qui nous a paru extrêmement méthodique, donc il nous a donné des notes d'attention, qui n'étaient pas des devis, mais des notes d'attention extrêmement articulées, extrêmement fines, permettant toutes sortes de dialogues. Et c'est vers cet éditeur que nous nous sommes finalement orientés. Il amenait dans sa besace, si je puis dire, un graphiste fort célèbre, c'est Le Kernec. Le Kernec est un des trois grands graphistes formés à l'école polonaise des années 60, vous savez, avec Roman Cislewicz, avec le groupe Grappus, et Le Kernec, ce sont les trois grandes figures du graphisme français, culturel ou politique des années 60, formés dans cette magnifique école qu'a été l'école polonaise. Alors, il nous avait d'abord donné une couverture avec un A majuscule. Je me souviens pour ma part que le premier travail que j'ai fait, c'était à la direction de l'architecture, une anthologie au moment des 7 jours, enfin pas des 7 jours, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin au moment d'Ornano, donc ça fait énormément d'années, 76 ou 17. Il s'agissait de faire un catalogue de tous les livres parus en langue française à l'époque. Et c'était la première graphique de François Mitterrand, qui ensuite a fait beaucoup d'ouvrages d'architecture, et c'était déjà un A à retrouver 40 ans ou 50 ans après, un autre A, personnellement, me plaisait peu. Je ne sais pas combien de livres vous avez, vous, architecte, dans votre bibliothèque, dans lequel il y a un grand A majuscule, mais il y a des quantités. Alors finalement, on était le voir, il a grogné, c'est un homme assez grognon, hein, 80 ans, en plus, il n'a pas à recevoir de leçons, et il nous a donné cette couverture, qui est plutôt une sorte d'affiche, quoi, une sorte de chose assez violente, qui nous a assez séduit, parce que on voyait là, dans cette abstraction, ce ne sont pas des solides platoniciens, mais c'est quand même quelque chose qui renvoie un peu à un imaginaire de l'architecture et qui a cette espèce de puissance et de violence. On pourrait penser que ce pavé est aussi un pavé 68A, on ne sait pas très bien. Enfin, c'est une œuvre ouverte. Et voilà. Et ensuite, de quoi vous parlez avant de passer la parole à Amandine? De peu de choses. Enfin, nous avons ensuite donc progressivement auprès d'un très grand nombre de chercheurs ou d'auteurs, passer des commandes. Et là, ça a été un travail colossal. Alors moi, j'avais fui, j'étais parti en Bretagne il y a 2 ans, profitant du confinement, mais chaque soir, la vague me ramenait après mon bain vers la côte, et puis chaque soir, je trouvais dans mon ordinateur de nouvelles directives, de nouveaux travaux à faire. Ça a été des années à la fois très intéressantes et très pénibles, puis ce sont les années aussi du distanciel et du travail, des réunions sur ordinateur, auxquelles nous sommes malheureusement habitués. Donc nous avons été rattrapés par tout ça, et nous avons commencé à commander les notices et à les relire. Certaines notices ont beaucoup souffert de nos lectures multiples. Il y avait beaucoup de lecteurs, les 7 personnes dont j'ai parlé, mais aussi quelques-uns qu'il faut que je cite. Gilles Bienvenu, nantais, qu'on a entendu tout à l'heure, Éric Langereau, Richard Klein, Sharam Abadi, et Maxime de Commer, qui
qui a fait un ouvrage qui va paraître, j'espère, un jour sur l'histoire de l'enseignement. Donc, ces notices étaient lues, relues, elles ont fait l'objet de va-et-vient assez compliqués, et maintenant elles sont à peu près au point pour celles qui sont achevées, c'est pas tout à fait achevé, et on va passer à la maquette. On a même une maquette provisoire pour un des chapitres dont nous avons reçu en principe toutes les notices. Les financements, rapidement sur les financements. Bon, on ne sait pas encore combien va coûter l'ouvrage, tout à fait, mais enfin, en gros, on arrive à peu près à le financer. Les financements viennent de diverses instances, que je vous cite: le comité d'histoire du ministère de la Culture, la direction des patrimoines et de l'architecture, l'Académie des Beaux-Arts, 2 directions régionales des affaires culturelles, l'association des maires des grandes villes de France, vous voyez qu'on a été chercher assez loin parfois, de nombreuses écoles d'architecture, pas toutes, j'espère qu'à terme toutes contribueront, une fondation privée, celle de l'architecte Rémi Butler, qui nous a donné une subvention, ça c'est vraiment extrêmement gentil. Je note que nous avons reçu un refus de l'école des Beaux-Arts, ce qui montre bien que cette école aujourd'hui ne se soucie absolument plus de son histoire, et en tout cas de l'architecture, puisqu'il y a 3 ou 4 ans, nous avons reçu une promesse de subvention très importante pour un ouvrage que nous envisageons de faire, l'édition en langue française du grand ouvrage allemand, la thèse de Jorn. Oui, sur l'histoire de l'école des Beaux-Arts. Donc il y a un changement à l'école des Beaux-Arts. Nous ne sommes plus bienvenus, nous, architectes, ou d'où historiens, je ne sais pas. Je passe la parole à Amandine, qui est la cheville ouvrière de ce projet, qui va vous en parler de façon plus précise. Merci beaucoup. Donc il me revient en effet de vous présenter, pour terminer cette journée, le travail que l'on effectue maintenant depuis 3 ans. Pour cet ouvrage, et donc nous travaillons à cet ouvrage en même temps que nous construisons une méthode pour y parvenir. En effet, le projet est complexe. Comment écrire une histoire de l'enseignement de l'architecture en France au XXe siècle qui en aborde toutes les dimensions, qu'elles soient pédagogiques, professionnelles, territoriales ou politiques, et qui embrasse l'ensemble des établissements qui l'ont délivré sous une forme ou sous une autre. Pour commencer, c'est une logique thématique, en effet, comme il a été rappelé tout à l'heure, qui a guidé nos recherches. Il s'agissait de constituer des thèmes qui recoupent les sujets que je vais évoquer, sans que l'ordre ne traduise une quelconque hiérarchie. Le premier concerne les établissements. Si l'ENSBA occupe une place majeure à l'intérieur de cette liste d'établissements, nous souhaitons élaborer le panel de tous ceux dans lesquels un enseignement d'architecture avait été dispensé au XXe siècle, revenir sur leur histoire, les contenus des enseignements donnés, le nombre de professionnels formés et, autant que faire se peut, évoquer les débouchés qui ont été offerts aux diplômés. Le deuxième se rapporte à l'enseignement et à la pédagogie, ce qui imposait de revenir sur les méthodes d'enseignement de l'architecture et leurs évolutions en cernant les invariants, les évolutions et les ruptures, les outils conceptuels et matériels, les publications et les formes d'apprentissage qui, définis et stables avant 68, ont connu un foisonnement par la suite. Un troisième point, la recherche. Nous voulions évoquer son développement au sein des écoles, ses liens avec l'enseignement d'une part, avec la recherche universitaire d'autre part, mais aussi tenter d'élaborer une cartographie des laboratoires en revenant sur les sujets de recherche qui ont été développés, les formations post-diplôme proposées, tout comme les filières recherche ou professionnelles. Le quatrième sujet concerne les lieux de l'enseignement de l'architecture, en insistant sur ce que les dispositifs spatiaux ont engagé de spécifique dans le domaine de la pédagogie. Une place particulière est accordée aux locaux de l'école des Beaux-Arts et aux écoles qui ont été construites à cette fin. Le sujet suivant se rapporte aux figures enseignantes et étudiantes, dont il s'agit d'éclairer l'évolution démographique, mais aussi celle des origines sociales, des nationalités et des genres. Il s'agit de revenir sur les liens entretenus entre le corps enseignant des écoles et celui de l'enseignement supérieur, leur groupement en association ou parfois en syndicat. La pratique des élèves a elle aussi été observée dans ces cadres, ces modalités, jusque dans leur jargon et leur folklore qui pendant longtemps ont été mêlés à une histoire de l'enseignement de l'architecture. Avant-dernier point, celui consacré aux relations et échanges internationaux. Nous souhaitions en effet évoquer le rayonnement de l'enseignement des beaux-arts à l'étranger, mais aussi l'apport des pédagogies venues d'ailleurs. L'accent est mis sur les contenus de l'enseignement et les figures ayant permis le développement de ces échanges. Le dernier sujet a trait à la profession, en interrogeant le rôle et l'impact qu'elle a eu au fil du temps sur l'enseignement, mais aussi les relations, directes ou parfois indirectes, entre le monde professionnel et l'enseignement. Les débouchés et les formes d'exercice libéral ou salarié, ainsi que les groupements professionnels.
Ces grandes entrées ont permis d'esquisser au fil des mois, voire des années, l'armature de l'encyclopédie en dressant une cartographie d'entrée qui offre au lecteur une approche globale des thématiques abordées au cours du XXe siècle. Pour privilégier la continuité et souligner les récurrences et les résurgences sur le XXe siècle, un parti pris a été de traiter l'ensemble des notices de l'encyclopédie sur la vaste période retenue 1903-2005. Nous mobilisons néanmoins ce qui est nécessaire à la compréhension de cette histoire dans des temps plus anciens et nous développons le propos jusqu'à mordre dans le XXIe siècle. L'histoire des établissements, présentée sous leur intitulé actuel, donc notamment les écoles nationales supérieures d'architecture, remonte en effet le plus souvent à des écoles régionales d'architecture, mais également à des établissements nés au cours du XVIIIe, du XIXe siècle. Concernant les effets de rupture que les événements de 68 ont pu engendrer, les choses ont sans doute été moins systématiques, sauf lorsque de nouvelles orientations firent leur apparition, telles que la recherche, qui impliqua sans doute des évolutions pédagogiques. Nous avons également fait le choix, comme il a été dit, d'éviter les notices et les entrées donc biographiques. Les figures sont citées dans toutes les notices et identifiables grâce à un index augmenté qui paraîtra en fin d'ouvrage. Ces principes établis, il fallut ensuite délimiter le calibre des notices. Le projet est guidé par une vision hiérarchisée de la diversité des sujets qui sont abordés, traités avec une ampleur allant de l'article à l'essai, donc de 1500 à 20 000 signes pour les plus importantes, en fonction de l'amplitude chronologique de l'objet étudié ou du phénomène décrit, et classés donc selon l'ordre alphabétique. Comme dans toutes les encyclopédies et dictionnaires culturels, une lecture transversale est encouragée. Des notices d'ensemble offrent une première approche balayant de nombreux sujets et renvoient à des notices plus détaillées et donc complémentaires. La liste des notices a évolué jusqu'à se stabiliser. L'encyclopédie compte aujourd'hui 320 notices, parmi lesquelles une trentaine de notices dites fantômes, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à un développement spécifique, mais elles guident le lecteur par un système de renvoi. Elles sont rédigées sans appel de notes, sans intertitre, et chacune est constituée d'un corps de texte suivi d'un petit pavé qui informe sur quelques références bibliographiques propres au sujet traité, ainsi que des notices de renvoi. Ces derniers ne sont ni systématiques ni exhaustifs, les renvois donc, mais répondent essentiellement à une logique géographique. Il sera par exemple proposé au lecteur ayant consulté la notice ENSA de Nancy de poursuivre en consultant celle relative à l'architecture de l'édifice qui l'accueille sous l'intitulé Nancy, le bâtiment de l'ENSA, dans sa tranche chronologique 92-96. Ces notices ont été confiées à près de 110 contributeurs, spécialistes des sujets abordés, qu'ils soient chercheurs aguerris ou jeunes doctorants. Cette diversité reflète le riche vivier des participants à tous nos séminaires ENSA 20 organisés depuis 2016, et des chercheurs étrangers ont par ailleurs été mobilisés pour leurs compétences sur certains sujets. Cet ouvrage, intitulé « L'architecture en ses écoles, une encyclopédie de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle », rendra ainsi compte d'un vaste effort collectif et permettra de livrer un très large état des connaissances sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Il soulignera bien sûr la part prépondérante qu'occupa l'École des Beaux-Arts de Paris, et révélera une diversité d'établissements, parfois méconnus. Je citerai par exemple l'école départementale d'architecture de Volvic, que nous avons découverte, l'école des hautes études de Tianjin également. Nous évoquerons également des projets qui ont été parfois laissés à l'état de papier, comme les écoles, les projets dessinés de Compiègne, de Tours ou de Dijon. Il sera aussi l'occasion de dresser une histoire de l'évolution des outils propres au dessin de l'architecture, depuis le graphos jusqu'à l'outil informatique, ou encore d'évoquer la présence et l'influence de certains groupes et réseaux sur l'enseignement, qu'ils soient rattachés à des tendances politiques, voire même religieuses. Composé de près de 4 millions de signes, soit environ 760 pages, l'ouvrage comprendra une introduction générale qui expliquera notamment les limites chronologiques de cette histoire et les choix éditoriaux que nous avons faits. Les 320 notices à proprement parler, là je vous montre ici la maquette qui a été faite pour la lettre I. Donc ces notices illustrées par une riche iconographie de près de 750 images, une chronologie en annexe qui reprendra les temps forts de l'évolution de l'histoire de l'enseignement au XXe siècle, une bibliographie générale ainsi qu'un index des noms comme évoqué précédemment. L'ouvrage sera par ailleurs scandé de portfolios d'images qui permettront de valoriser notamment des travaux d'étudiants.
Et il sera tiré à 1500 exemplaires pour un prix de vente de 49 €. Et nous imaginons également une version numérique qui sera donc rendue accessible. Alors, au moment où le ministère de la Culture élabore une stratégie nationale pour l'architecture visant à renforcer les ancrages scientifiques, professionnels et territoriaux des écoles, cet ouvrage à caractère historique veut offrir des clés pour apprécier l'actualité en cherchant l'origine des savoirs et savoir-faire mobilisés pour les transformations quotidiennes de notre cadre de vie. Destiné aux étudiants en architecture comme aux enseignants, aux novices comme aux professionnels, cet ouvrage veut éclairer les moments constitutifs d'une culture qui prévaut à la formation des architectes en différents établissements et différentes périodes. Il devrait être prêt pour l'automne prochain, donc à l'automne 2022, mais en attendant, le travail continue et nous tenions à remercier chaleureusement celles et ceux qui apportent leur contribution à ce projet. Merci à vous. Voilà, nous avons donc confié la conclusion à celle qui a permis l'existence de ce projet, qui va maintenant revenir sur ce qu'elle en a pensé, j'espère. Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, je sais pas, j'ai trop de trucs à la main, je vais mettre ça. Voilà. Les problèmes techniques aussi. Ben, ça tient pas. Voilà. Si, comme ça. Voilà, ça c'est l'effet. Alors j'ai compris que François Chalin avait été esclavagé par moi-même. Alors moi, ça m'a rendu infirme, vous voyez bien, hein, à ce point. Donc les dégâts sont immenses. Bon, alors je suis un peu ici dans une position étrange d'avoir à conclure ce colloque, puisque au fond, je n'y ai participé que par une préoccupation d'ailleurs assez constante, je dois dire. C'est un des sujets dont on a le plus parlé au comité d'histoire dans les 6 dernières années. Il faut que vous en soyez conscients. Qui nous a préoccupés, occupés et enthousiasmés, à vrai dire. Et alors j'avais eu l'honneur ici même de participer au lancement. Et donc j'ai le plaisir d'être toujours là pour sa clôture. Pour un projet qui s'est étendu, ou se sera étendu sur 6 ans, même plus de 6 ans, si nous terminons à l'automne 22 avec l'encyclopédie, ça fera presque 7, et qui est d'ores et déjà le projet le plus long dans lequel se sont engagés le comité d'histoire, que j'ai l'honneur de présider après son fondateur Augustin Girard, dont je salue la mémoire, comme chaque fois d'ailleurs que j'ai l'occasion de prendre la parole. Il est... Sans Augustin, tout ce que nous faisons ici n'aurait pu se faire. Un engagement qui a été matériel, financier et même hôtelier quelquefois, mais aussi intellectuel. Vous avez tous entendu la liste impressionnante des personnes qui ont contribué à ce projet. Un nombre significatif d'entre elles sont membres du comité d'histoire. Je voudrais d'ailleurs saluer particulièrement, outre Geneviève Gentil, qui n'a pas pu être parmi nous, comme l'a rappelé François Chalin, Arlette Auduc, qui en fait a été la personne qui m'a le plus parlé de ce projet pendant ces 6 années. Et elle a parlé ici des archives orales, mais ça a été un peu, moi, mon interface la plus permanente avec ce projet. Et je sais à quel point elle s'y est consacrée. Alors tous les autres ont été cités ce matin et cet après-midi, donc je n'y reviens pas, mais je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits à leur endroit. Alors quel était l'intérêt intellectuel du comité dans cette affaire ? Je remercie François d'avoir rappelé les missions de ce comité, l'existence et sa composition. Donc, dans la continuité de ce qu'a voulu Augustin et ce qu'ont voulu Augustin et Geneviève, donc c'est construire et diffuser l'histoire des politiques publiques de la culture et des institutions culturelles. Voilà, nous sommes le comité d'histoire du ministère de la Culture et des institutions culturelles. Donc les écoles font partie des institutions culturelles. Il faut toujours rappeler ça, parce qu'il n'y a pas que les politiques publiques du ministère. Le projet qui nous a réunis nous a permis d'avancer dans la connaissance d'une politique publique encore mal connue,
qui est celle de l'architecture et surtout de son enseignement. Je pense que sur les politiques de l'architecture, nous étions plus en avance, plus avancés et plus investis que sur celle de l'enseignement. Au fond, c'est le premier grand chantier significatif, en tout cas sur l'enseignement de l'architecture. Jusqu'ici, nous n'avions parlé que du produit de cet enseignement. Voilà. La politique de l'architecture elle-même, elle est étudiée moins que d'autres, pour des raisons que tout le monde comprendra, notamment le fait qu'il s'agit d'une compétence que le ministère de la Culture a exercée à un certain moment, puis a perdu, puis a récupéré. Et donc ça nous pose le problème du trou. Qu'est-ce qu'on fait de toute la partie pendant laquelle nous n'étions pas en charge, je veux dire nous, la culture, n'étions pas en charge, et qu'on ne peut pas quand même ignorer. Voilà. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons peu travaillé sur ce sujet, qui nous a été contesté d'ailleurs, dont certains de nos chercheurs continuent de contester notre légitimité dans ce domaine. Je parle toujours de nous, du ministère de la Culture, par là. Donc du coup, un domaine de recherche, disons, fragmentaire, dû beaucoup à des bonnes volontés, à des intérêts particuliers, puisque, aussi bien, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir en parler. Il y a aussi le ministère de l'Équipement, il y a un comité d'histoire au ministère de l'Équipement. De temps en temps, d'ailleurs, il fait des choses sans nous, en nous oubliant, jusqu'au moment où tout d'un coup, il se dit « Ah tiens, oui, c'est vrai, il y a le comité d'histoire du ministère de la Culture, on pourrait peut-être leur demander. » Puis bon, voilà. Jusqu'ici, on n'a pas pensé à nous. Donc, on voit bien à quel point nous avons de la difficulté, une certaine difficulté à traiter sereinement de ce sujet. Donc, il faut que je remercie tout particulièrement l'équipe qui a songé à nous associer, alors très tôt, très vite. Alors moi, c'est Éric Grosse qui m'a saisi le premier de ce projet. Nous étions connus dans d'autres fonctions. Mais enfin, ça a été un réseau complice qui a fait que nous avons été associés dès le départ. Et comme l'a dit François Chalin, nous préférons cela. Nous n'aimons pas beaucoup arriver comme les carabiniers dans des projets que nous n'avons pas vraiment contribué à concevoir, à piloter et à conduire. Alors donc, comme l'a rappelé François Chalin, en réalité, le premier travail sur l'architecture que nous avons soutenu, c'était la thèse d'Éric Langeron, que nous avons publiée. Et ensuite, le volume d'archives orales qu'il a constitué avec les 10 directeurs, plus 2 qui ne sont pas des directeurs. Enfin, moi, j'étais directeur, mais il ne m'a pas traité comme un directeur. Et ces plus 2, c'est la question douloureuse, difficile, des transferts de l'architecture, surtout du retour au ministère de la Culture, qui reste un sujet de débat entre nous et nos camarades du ministère de l'Équipement. Alors, je ne rappellerai donc pas la journée d'études de 77, qui, moi, m'a beaucoup intéressée parce que, tout au long de cette journée d'études, j'ai pu constater que la querelle que nous avions connue au moment du transfert, du retour de l'architecture à la culture en 1995, la querelle entre l'architecture et le patrimoine, était éteinte. Et pour moi, ça a été une grande satisfaction d'entendre pendant 1 jour et demi tout le monde parler d'architecture sans mettre en cause le patrimoine. Je me suis dit, quel progrès! Et c'est dommage que je n'ai pas eu affaire à ce climat apaisé au moment où j'avais à gérer le transfert. Mais enfin, je constate qu'aujourd'hui aussi, cette question n'a pas été... cette querelle n'a pas été évoquée. J'ai l'impression qu'elle est vraiment derrière nous, et je m'en félicite, puisqu'au fond, l'un des motifs du transfert, et je me permets de le rappeler ici, était de réconcilier ces 2 parties de l'architecture dont aucune ne gagnait à être séparée de l'autre, il faut reconnaître, et c'est le motif principal pour lequel j'ai œuvré personnellement au retour de l'architecture à la culture. Bien évidemment, dans cette histoire de la mise en œuvre d'une politique publique de l'architecture, celle de l'enseignement occupe une place centrale et aurait dû occuper une place importante dans nos préoccupations dès le départ. Mais au comité d'histoire, et c'est une vieille préoccupation que nous avons, c'est très joli d'avoir des idées, mais il faut des gens pour les conduire, pour les mettre en œuvre. Et tant que nous n'avons pas l'équipe pour le faire, eh bien ça reste
un projet, un souhait, un désir, mais rien ne se passe. Voilà. Donc, quand ce projet que vous nous avez soumis nous est arrivé, évidemment, c'était d'emblée une adhésion totale de notre part, parce que, d'une façon générale, l'enseignement des arts est une préoccupation centrale du comité, parce qu'évidemment, sans enseignement, sans école, en réalité, il n'y a pas de création. Et en plus, dès le départ, il avait un intérêt particulier, le fait que j'ai été saisie par les écoles d'architecture elles-mêmes, que ce projet soit venu des écoles, soit venu du corps enseignant, et n'ait pas été conçu à Paris, m'a intéressée parce que je trouvais, et je continue de trouver, que l'un des pièges dans lequel peut tomber le comité d'histoire est de rester trop parisien, trop parisien, oui, et puis de ne pas rayonner sur le territoire. Alors c'est une question qui nous préoccupe en permanence, et ce que j'ai vu d'intéressant dans ce projet dès le départ, c'est le fait que vous alliez circuler et œuvrer sur l'ensemble du territoire grâce à la mobilisation successive des écoles. Et ce matin, le tour territorial qui a été présenté était particulièrement intéressant, montrant comment ça a très bien fonctionné. Ce qui était au départ un projet a très bien fonctionné, même si vous avez souligné que quelques écoles sont restées quand même en dehors du processus, mais pas beaucoup s'y sont associées. Alors, d'autres caractéristiques du projet étaient particulièrement intéressantes pour nous. Le fait que le programme situait son étude dans le temps long, sur l'ensemble du XXe siècle, et pas simplement sur, disons, le moment 68 et ses prolongements avant, après, le Moyen-Âge avant, la modernité, l'entrée dans la lumière après, auquel quelquefois une histoire un peu sommaire veut résumer l'histoire de l'enseignement de l'architecture. Ça coïncide avec une orientation du comité d'histoire qui n'a pas été celle de ses initiateurs, puisqu'au départ, le comité s'est intéressé principalement au ministère Malraux. Ça a même été une décision volontaire d'Augustin Girard de commencer en 1959. Et c'est en fait quand j'ai pris la présidence que le comité plénier, enfin l'ensemble du comité, a décidé de ne plus se borner à 1959 et de remonter dans l'histoire, parce qu'aussi bien l'histoire des politiques publiques de la culture, elle a quelquefois plusieurs siècles. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'architecture, il y a eu une direction de l'architecture, comme il y a eu une direction générale des beaux-arts. Ce sont les deux grandes directions qui sont à l'origine même du ministère, et il n'y a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens que de prendre seulement la période Malraux et ses suites. Donc vous entriez là aussi dans une préoccupation du comité d'histoire qui est l'histoire longue et qui est permanente chez nous, même si elle est récente, relativement récente. Enfin, ça fait quand même 15 ans. Donc, vous vous situez dans la continuité, comme nous le faisons. Nous remontons sans trembler à l'Ancien Régime, le cas échéant, à l'Ancien Régime académique. Je note avec intérêt que même si votre sujet c'est le XXe siècle, vous n'hésitez pas à remonter lorsque l'histoire plus longue doit éclairer votre propos. Bien sûr, il fallait ainsi faire ressortir aussi bien les transmissions que les ruptures, la permanence des grands débats, des enjeux. Bien sûr, scandés par des soubresauts plus ou moins violents, dont certains d'ailleurs ont eu lieu au XIXe siècle. Je ne citerai, puisqu'il est dans l'actualité, que le moment Viollet-le-Duc, quand même, qui a été aussi, très important aussi, c'était aussi des années 60, mais celle du XIXe siècle, 1863, qui font écho, d'une certaine façon, à mai 68, même si c'est resté une querelle de dirigeants à l'époque. Cette question de l'enseignement d'architecture a permis, donc, je l'ai déjà dit, de mettre les écoles au centre du projet, ce qui était très important pour le comité, puisqu'au fond, c'est un des réseaux les plus territorialisés des politiques publiques, les plus systématiquement, j'allais dire, territorialisés.
et d'ailleurs qui présentent l'autre intérêt qu'ils ont en commun, par exemple avec les écoles de musique, en fait d'être nés beaucoup, d'avoir des origines beaucoup 19e-istes. Et il est intéressant de voir d'ailleurs qu'avant la grande politique de décentralisation théâtrale lancée spectaculairement par la 4e République avec Jeanne Laurent et tout, en réalité il y avait déjà une décentralisation culturelle très avancée. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle très intéressant entre l'origine des écoles régionales d'architecture et l'origine des conservatoires de musique, qui sont nés au même moment et souvent des mêmes milieux dans les collectivités territoriales. Bon, bien sûr, à l'initiative conjointe des professions et des élites, souvent édilitaires, et avec la décision prise par l'État, Troisième République, de financer ce réseau territorial à côté des collectivités territoriales. Encore une fois, du côté des écoles de musique, vous voyez les mêmes mouvements avec à peu près une simultanéité des décisions politiques. Et c'est intéressant parce qu'on voit là une autre histoire de la politique culturelle qui n'est pas l'histoire qu'on raconte beaucoup, qu'on a beaucoup raconté sur le fait que c'est l'État qui fait tout au départ et puis ensuite il se dit « Ah, on est trop parisien, on va essaimer en province ». En réalité, pas du tout. Vous avez une politique centrale parisienne qui est née beaucoup de la Révolution avec des premières fondations sous l'Ancien Régime. Et puis vous avez une politique municipale qui apparaît, disons, dans les années 1830-1840, et ces deux politiques sont conduites parallèlement. Et à un certain moment, dans la deuxième partie du XIXe siècle, elles se rejoignent par des cofinancements. Et l'État d'ailleurs commence à classer, à émettre des classements. Aujourd'hui, on dit des labels, qui sont souvent des clés de financement, des clés de cofinancement. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'en réalité, ces décisions sont prises au Parlement à l'époque. Ce ne sont pas des décisions de l'administration pure. Le Parlement en débat. Et donc c'est très intéressant de voir dans les publications du début du XXe siècle qui font très complète sur la politique culturelle, qui est faite à la fois de rapports, d'enquêtes, d'essais, etc. Nous en avons un exemplaire au Conseil d'État dont j'ai fait des copies pour les verser au comité d'histoire. On voit ces listes d'écoles de toute nature, dans toutes les disciplines, écoles d'art, écoles de musique, écoles d'architecture, qui, en raison de leur qualité, l'État décide de soutenir. Et au parallèle, d'ailleurs, parce qu'il ne fait jamais rien pour rien, d'envoyer des inspections, vérifier que tout va bien, qu'on fait ce qu'il faut, que les bons professeurs, etc., sont recrutés, et que ça mérite l'aide de la nation. Néanmoins, pour le comité moderne que j'ai l'honneur de présider, le réseau des écoles était mal connu et nous travaillions peu avec lui jusqu'à ce que vous nous ameniez à cette co-fabrication de ce programme et qui nous a élargi nos correspondants, au-delà de ceux que nous connaissons mieux, qui sont plutôt le réseau académique, les universités, puisque vous savez que l'autre orientation du comité, depuis que je le préside, c'est de ne rien faire sans l'apport des universitaires. Nous sommes un comité de recherche, donc nous devons travailler avec le principal responsable de la recherche en France, qui est le milieu universitaire. Mais depuis la réforme la plus récente des enseignements d'architecture, il y a des écoles doctorales dans les écoles d'architecture. Donc le monde académique, maintenant, s'est agrégé les écoles d'architecture, mais c'était un réseau avec lequel nous ne travaillions pas beaucoup jusqu'à ce programme. Par ailleurs, en ce qui concerne l'enseignement de l'architecture, c'est un des enseignements dans le domaine des disciplines artistiques qui est le plus ouvert sur d'autres champs que les champs artistiques. Nous avons une plus grande spécialisation des autres réseaux d'écoles. Je préside un pôle d'enseignement supérieur de la musique. Bon, on fait un peu de disciplines complémentaires, des disciplines musicales, musicologiques, mais c'est vrai qu'il y a une écrasante domination de la discipline musicale elle-même et musicologique
dans les enseignements. Le reste, c'est un peu des enseignements de complément. La grande différence avec les écoles d'architecture, c'est une ouverture beaucoup plus large à tout un ensemble de disciplines. Évidemment, ça, c'est un apport moderne dans les écoles, mais du coup, qui nous amène sur des questions qui sont beaucoup plus globales que les questions de politique culturelle que nous avons l'habitude de traiter. Le cadre de vie et de sa qualité, alors là, on va encore une fois marcher sur les plates-bandes d'autres ministères. La question du logement, la construction, et même si le terme est un peu galvaudé, celui de développement durable. Enfin, il commence à être galvaudé, voilà. Alors ça, c'est un thème au passage que vous avez en commun avec le patrimoine. Le patrimoine, maintenant, se pose en champion du développement durable, non sans raison, d'ailleurs, voilà, puisque son sujet, c'est de conserver le plus longtemps possible. Donc c'est un vaste programme que de laisser entendre que la question de la qualité, du sensible, de l'esthétique, bref, de la culture, devrait irriguer toutes les interventions publiques. Cela étant, c'était déjà la position des Lumières. Nous revenons là à la pensée des Lumières du XVIIIe siècle et de l'encyclopédie elle-même. Donc c'est un retour aux sources académiques françaises de la pensée sur l'art. Par ailleurs, les appels à projets transversaux auxquels vous avez procédé ont mis en avant quelques grandes et larges thématiques de recherche et ont suscité des réponses à chaque fois plus nombreuses. Je dois dire d'ailleurs que ce matin, j'ai découvert à quel point ce travail avait été fécond. J'en connaissais certains aspects, mais j'ai été tout à fait épatée et enchantée de la diversité et de la quantité et la qualité des productions auxquelles vous êtes arrivés dans tous les domaines dans lesquels vous êtes intervenus. Alors, l'autre dimension de ce programme, c'est évidemment les relations avec la profession, une profession dont on connaît le caractère militant, mais aussi les divisions et les agitations, je dirais. Et même la polarisation, parce que les architectes étant des chefs d'entreprise, ils aiment bien l'ordre aussi. Enfin bon, ils sont partagés entre ce qu'on a vu sur les pédagogies radicales et puis au fond, moi je les ai beaucoup fréquentés, les cabinets d'architectes sont aussi, ils ont des préoccupations économiques. Donc finalement, c'est pas sûr qu'ils soient, comme le pensent quelquefois les ministres, fondamentalement des anarchistes. À vrai dire, ça se discute fortement. Cette tendance anarchiste des architectes, une fois qu'ils ont leur cabinet ou leur agence, l'anarchisme devient un peu plus compliqué à combiner avec leurs autres responsabilités. Les débats, cela dit, cette relation avec la profession, le ministère de la Culture a toujours eu quelques difficultés, parce que c'est une profession aussi qui est assez fortement structurée intellectuellement, et donc qui ne rend pas la tâche facile à sa tutelle, il faut bien le reconnaître. Et donc, quelquefois, c'est un peu délicat, et donc on a beaucoup d'idées communes, on est d'accord sur les grands principes, mais quelquefois, ça coince dans les détails. Voilà. Et d'une façon générale, d'ailleurs, l'organisation du ministère de la Culture a du mal à prendre en compte vraiment les métiers et les professions. C'est pas seulement dans la question de l'architecture que cette question se pose, parce qu'on a beaucoup dit, et ça reste vrai, que c'est le ministère des artistes, mais les artistes, c'est bien joli, mais ça fait, depuis le 19e siècle, il n'y a plus de bohème, et aujourd'hui, ce sont des métiers, ce sont des professions, c'est une économie, et la prise en compte du caractère des relations professionnelles et de ce que peut faire le ministère pour les professions proprement dites est toujours difficile et pas naturel au ministère. Donc ça nous intéressait aussi de pouvoir, nous, en tant que comité d'histoire, avoir aussi cette ouverture sur la question des professions. Et puis, évidemment, l'autre champ très important de ce travail, c'était les relations avec les collectivités territoriales, autre sujet, mais alors beaucoup plus ancien et beaucoup plus labouré par le comité d'histoire, les relations avec les territoires. Enfin, l'autre dimension dont on a eu des aperçus intéressants et très variés cet après-midi, c'est de la dimension internationale. Alors, je remercie particulièrement les trois intervenants très divers qui nous ont parlé aujourd'hui de cette question de l'architecte et de son rôle dans la transmission, dans l'analyse de son art et dans son enseignement.
on voit la diversité des cultures. J'ai été frappée, sauf dans la dernière intervention, de l'absence de la France dans beaucoup de ces communications, sauf dans la dernière qui a fait une place aux positions françaises, mais ça montre que le travail que vous allez faire, que vous allez terminer l'année prochaine, n'est pas inutile, car ça permettra peut-être de remettre la France dans cette réflexion internationale qui a l'air de la contourner un peu. Ça tourne autour et puis ça ne pénètre pas, donc peut-être c'est notre faute, mais en tout cas, je pense que votre travail, loin de considérer qu'il est trop petit par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi, moi je pense qu'il est indispensable pour redonner à notre tradition la place qu'elle doit quand même avoir. Mais je pense que cette ouverture internationale pourra faire l'objet d'un approfondissement et ce sera plus facile quand vous aurez des résultats de votre recherche que vous puissiez faire connaître et présenter à vos interlocuteurs des autres pays. Donc, pour nous, le bilan de ce travail est extraordinairement positif. Je rappelle que donc il y a eu une première phase de production d'outils de travail accessibles à tous, le guide des sources, les archives orales, très important, l'histoire des écoles et la conservation de leurs archives, qui est un travail en cours, puisqu'on a vu que le programme était loin d'être complet, mais néanmoins, je pense qu'un mouvement a été donné, et c'est extrêmement important que chaque institution réfléchisse sur son histoire, ne serait-ce que pour entretenir la flamme. Il a été souligné ce matin que peut-être les nouveaux architectes, les nouveaux étudiants étaient moins attachés à leur école que ne l'étaient les générations antérieures. C'est peut-être parce que ces écoles sont moins identifiées dans l'histoire pour eux et qu'il faut les rattacher à l'histoire de leur école afin de recréer ce sentiment d'appartenance qui est très important pour la suite. Les séminaires qui se sont succédés et que nous avons effectivement publiés dans le carnet de recherche qui ont produit une masse de connaissances et on voit que ça fait un peu boule de neige. Enfin, chaque séminaire produit de nouvelles idées. Je pense que ça va continuer et c'est ce que nous souhaitons. Le point d'orgue, donc, c'est l'encyclopédie dont viennent de parler avec talent François Chalin et Amandine Diener, dont la publication est prévue à l'automne 22. Bon, nous serons capables d'attendre quelques mois de plus, je vous rassure, parce que si j'en juge par la longue saga des années langues, autre projet de dictionnaire encyclopédique, il faut être patient, il faut être très patient. Voilà. Donc, néanmoins, il faut essayer d'avancer et de respecter les délais, mais enfin, nous avons été habitués par vos collègues des années langues à une longue patience sur la sortie de ce genre de projet au long cours. Et donc, en tout cas, je suis très émue de voir que ce projet qui est né un peu de réunions comme ça que nous tenions dans certaines au comité d'histoire, tiens, si on faisait une encyclopédie, voilà, comme ça, ce genre d'idée brillante qui surgit dans les réunions sympathiques, un peu aidées par les nourritures terrestres, finalement s'incarne la stupeur générale, parce que c'est quand même très utopique comme projet au départ, et vous êtes arrivés à l'incarner, et franchement, je tire mon chapeau, parce qu'au début, on trouvait ça fascinant, hein, quand Arlette on a parlé la première fois, j'ai trouvé ça formidable, mais on s'est tout de suite dit, comment est-ce qu'ils vont y arriver quand même, bon. Et donc, je vois que si ce n'est terminé, c'est proche d'être terminé, et donc pardon François d'avoir... Mais enfin, c'est pas moi qui au départ vous ai dit, en plus, il faudra faire une encyclopédie, hein, quand même, bon. Donc, je ne suis que partiellement responsable de l'écrasante charge que vous avez accepté de vous mettre sur le dos, mais qui vous a, vous avez l'air d'avoir très bien résisté quand même, d'être encore en bonne forme. Oui. Alors, bon, donc, pour terminer, donc, moi je pense que
c'est un travail qui, à la fois, est achevé. D'ailleurs, mes collègues de la direction des patrimoines, service d'architecture, trouvaient que ça... Voilà, là, eux, ils ont manqué de patience à un certain moment. Donc, il faut dire que c'est terminé, parce que sinon, ils vont faire une crise de nerfs. Enfin, ils vont tomber en catalepsie, en disant comment ils sont encore là en train de... Bon. Mais c'est en même temps un début, à mon avis. Je veux dire, ce que vous avez ouvert, c'est un chantier qui, comme beaucoup d'ailleurs de nos chantiers, doit se continuer, a lieu de continuer. Évidemment, pas forcément dans cette forme, pas forcément avec cette espèce d'institutionnalisation, mais je pense que vous avez là réussi à rouvrir un chantier de recherche et un chantier de publication dont je voudrais saluer à l'avance la fécondité future. Voilà. Donc, comme beaucoup de nos travaux, d'ailleurs, ce n'est pas une fin, mais un départ. Et d'ailleurs, et un départ d'autant plus légitime que vous avez maintenant des écoles doctorales, donc vous pouvez continuer à faire des recherches. Alors, d'autant plus que d'autres pistes sont apparues au cours de ces 6 années et que vous pourrez donc non seulement continuer, par exemple, les histoires des écoles sur ce qui manque, voire prolonger la réflexion sur l'enseignement même, mais ouvrir d'autres pistes que votre recherche actuelle vous aura révélées. Et à ce propos, et avant de vous remercier encore, et remercier la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est chère à mon cœur, comme le sait Marie-Hélène Comtal, et où je suis toujours heureuse de revenir, parce que ça aussi c'est un projet qui a fini par aboutir après de très nombreux aléas. Et je suis contente d'avoir entendu la présidente porte-parole Marie-Hélène dire que c'était la maison des architectes. C'est un peu ce qu'on voulait. Hein, bon. Et là aussi, la réconciliation des deux parties de l'architecture. Nous serons évidemment toujours là. Et je voudrais aussi vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui sont encore dans les écoles aussi, que nous trouvons qu'il n'y a pas assez de propositions pour le jury du prix de thèse qui nous a été transféré, puisque maintenant, de façon totalement illégitime d'ailleurs, je préside un jury pour attribuer les prix de thèse Valois, 3 prix par an, très bien dotés, pour la publication d'une thèse. Et nous avons peu de thèses d'architecture, pas assez par rapport à ce que nous savons de l'état de la recherche. Et donc, si vous pouviez relayer dans votre réseau l'existence de ce prix. Alors, nous avons des thèses d'architecture, mais pas assez par rapport au corpus. Nous n'arrivons pas à faire passer le message. Et même si l'année dernière, parmi les 3 thèses lauréates, il y en avait une sur l'IFA, sur la construction des archives de l'IFA, qui a été couronnée, qui était une des... sans difficulté d'ailleurs, mais qui montre que les thèses en architecture peuvent concourir face à des thèses de droit, d'économie, de sociologie, d'histoire de l'art. Et encore une fois, nous avons 3 prix très bien dotés, c'est sauf erreur, c'est un des prix les mieux dotés, des prix permettant la publication des thèses. Donc, je vous incite à faire passer le message de façon à ce que nous ne constations pas une sous-représentation des thèses d'architecture dans les thèses qui nous sont soumises. Voilà. Merci beaucoup et bon vent pour la suite.